Chers amis, bonjour. Si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'école de Chartres, c'est d'abord par amour de la connaissance, parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionnée par la grammaire, la langue et surtout l'astrologie, astrologie que j'ai découvert très jeune. Cette vidéo est donc une présentation de l'école de Chartres qui nous permet de plonger dans cet univers et j'ai toujours eu le sentiment quelque part que cette école ne m'était pas inconnue, comme si j'avais été témoin ou élève à l'époque. C'est donc une des raisons qui m'ont poussée à proposer cette vidéo, qui est une toute petite vidéo d'introduction, parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Ce que j'espère surtout, c'est que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter, à la regarder, et puis vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire. Merci. Au XIIe siècle, alors que l'Europe médiévale sort de ses âges sombres, une cité rayonne, Chartres. Dans l'ombre des pierres de sa cathédrale, une école attire des élèves venus de toute la chrétienté. Ici, on ne vient pas seulement apprendre, mais comprendre l'ordre du monde. Le XIIe siècle fut un siècle de renaissance, renaissance des villes, des cathédrales et surtout du savoir. L'école de Chartres naît dans cet élan au cœur d'un monde en quête d'équilibre entre foi et raison. Elle sera un pont entre l'héritage grec, notamment le platonisme, les savoirs arabes et juifs et la spiritualité chrétienne. Considérée comme l'un des plus grands centres intellectuels de l'Occident, elle accueille nombre d'érudits qui contribuent à son rayonnement et à sa renommée. Fulbert de Chartres, Bernard de Chartres, Thierry de Chartres, Guillaume de Conches, Gilbert de la Porée ou encore Jean de Salisbury. Bernard de Chartres enseignait que nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants. Thierry de Chartres voyait dans la création une harmonie mathématique. Guillaume de Conches, quant à lui, osait discuter de la nature et du cosmos à la lumière des anciens. Jean de Salisbury, enfin, fit entrer en Occident les idées nouvelles venues d'Aristote. Ensemble, ces maîtres firent de Chartres un phare de l'esprit. Si Chartres pouvait s'enorgueillir d'une telle réputation, elle le devait à l'enseignement des arts libéraux au nombre de 7: grammaire, dialectique, rhétorique, arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Les 3 premiers formaient le trivium, les arts du langage. La grammaire, art de lire et d'écrire correctement. La dialectique, art de raisonner avec justesse. Et la rhétorique, art de bien dire et de convaincre. Les 4 autres composaient le quadrivium, les arts du nombre. L'arithmétique, science du nombre en lui-même, clé de l'unité et de la proportion. La géométrie, science du nombre dans l'espace, qui révélait l'ordre des formes et les proportions sacrées inscrites jusque dans l'architecture des cathédrales. La musique, science du nombre dans le temps, où se dévoilait l'harmonie des sons et des rythmes, reflet de l'harmonie universelle.
L'astronomie, enfin, science du nombre dans le mouvement des astres, astronomie et astrologie ne formant alors qu'une seule et même discipline, considérée comme l'art des arts, car elle liait le ciel et l'homme dans une même symphonie. Pour les maîtres de Chartres, ces disciplines n'étaient pas des savoirs isolés. Elles formaient une échelle, un chemin de connaissance vers l'intelligence du divin. Cet enseignement se faisait en latin, langue de la culture et de l'Église, dans une forme claire et accessible. Il s'appuyait sur le travail patient des moines et des copistes qui transmettaient dans leurs manuscrits l'héritage des anciens grecs et latins, mais aussi des savants arabes et juifs. À Chartres comme ailleurs, on voyait dans l'homme un reflet du cosmos. L'homme zodiacal, représenté dans les manuscrits, montrait déjà que chaque partie du corps correspond à une constellation. Au même siècle, Hildegarde de Bingen décrivait dans ses visions la circulation des forces cosmiques à travers l'homme comme une respiration entre le ciel et la terre. Ainsi, le quadrivium n'était pas seulement une formation intellectuelle, c'était une véritable initiation à l'harmonie universelle. C'était apprendre à lire le grand livre du monde, un texte de lumière écrit en ombre, en son et en étoiles. La lumière fut au cœur de la vision de l'école. À travers les vitraux, la pierre devenait transparente et le monde devenait signe. La lumière, disaient les maîtres, est le premier vêtement de Dieu. Elle unit le cosmos, l'homme et la divinité dans une même clarté. Au cœur de la cathédrale romane, l'école de Chartres enseignait déjà sous la protection du voile de la Vierge, le voile de Marie, cette relique sacrée offerte par Charles le Chauve au IXe siècle et conservée avec une immense vénération. Voile que l'on peut encore, à l'heure actuelle, admirer en la cathédrale. La grande cathédrale gothique que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Elle ne s'élèvera qu'après l'incendie de 1194, mais déjà dans les salles attenantes, maîtres et élèves méditaient sur la lumière, la géométrie et l'harmonie des astres. C'est leur vision spirituelle qui, plus tard, inspira les bâtisseurs. La pierre gothique ne fit qu'incarner la théologie lumineuse qui s'élaborait déjà dans l'enseignement. La cathédrale devint alors l'expression visible de cette philosophie, un livre de pierre et de verre où la lumière n'était pas seulement un effet esthétique, mais une théologie vivante. À travers les vitraux, la lumière céleste se fragmentait en une mosaïque de couleurs, comme si le Verbe éternel se traduisait dans les 1000 nuances de la création. Les rosaces, ordonnées selon des principes de géométrie sacrée, reflétaient l'harmonie des sphères et l'ordre du cosmos. Chaque couleur portait un sens. Le bleu profond de Chartres, unique et mystérieux, évoquait le ciel et la Vierge, tandis que le rouge incarnait le feu divin et le sacrifice. La cathédrale n'était pas seulement un monument, mais une cosmologie incarnée. Ses proportions répondaient aux lois de l'harmonie, ses formes reprenaient celles du cercle et du carré, image de l'infini et du terrestre. En franchissant son seuil, le fidèle pénétrait un espace conçu comme une image du monde
transfigurés par la lumière. Ainsi, à Chartres, architecture, musique, géométrie et théologie se rejoignaient. Tout concourait à une expérience intérieure, sentir que l'univers n'est pas chaos mais ordre, non pas ténèbres mais lumière. L'école de Chartres ne dura guère plus d'un siècle, mais son empreinte demeure. Et elle nous rappelle qu'au cœur du Moyen Âge, l'Europe chercha déjà à unir la foi et la raison, la science et la contemplation. Elle nous laisse l'image d'un lieu où les maîtres n'enseignaient pas seulement des savoirs, mais un art de relier l'homme au cosmos, la pensée à la lumière, la connaissance au divin. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images et d'informations, nous avons peut-être oublié ce goût d'apprendre. Nous nous croyons instruits parce que nous sommes informés, oubliant que l'information n'est qu'un courant passager. La connaissance, elle, est une semence qui transforme l'âme comme elle transformait jadis les élèves de Chartres. Retrouver le goût d'apprendre, ce n'est pas amasser des données, c'est marcher sur un chemin intérieur, c'est ouvrir en nous l'espace où les mots deviennent sens, où les nombres deviennent harmonie, où la lumière devient révélation. Chartres, par sa cathédrale et par son école, nous murmure encore cet appel à voir le monde comme un grand livre, à y lire les signes de l'esprit et à redevenir des chercheurs de lumière.